tente de faire du marketing puis de vous faire dépenser. Vous regardez l'équipe de LCN. 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, le chef du Parti conservateur doit tenir un point de presse. Ça aurait dû se faire à 15h. Visiblement, il y a un peu de retard. Alors, on surveille ça de près. Cela étant, M. Poilievre, qui est en tournée, fait une petite tournée du Québec, Mario, c'est pas un hasard, là. Il a quand même du pain sur la planche pour se faire aimer des Québécois, M. Poilievre. Oui, c'est au Québec que ses appuis semblent les plus faibles pour l'instant. C'est aussi, si on regarde des sondages un petit peu plus pointus là, sur les perceptions, le taux de confiance envers lui, la méfiance envers lui, etc., c'est au Québec qui semble avoir le plus de rattrapage à faire. Remarque que, les conservateurs... Il y a un questionnement chez les conservateurs. On a mis beaucoup d'efforts au Québec. T'sais, certains conservateurs disent qu'on ne pourra pas offrir plus que Erin O'Toole. Là. Il offrait une entente particulière aux Québécois. C'est du jamais vu, là, avec des pouvoirs, etc. Même François Legault s'était laissé séduire, puis il n'a pas gagné un siège de plus. Là. Les gens se sont méfiés des conservateurs. On aime le Bloc, on adore Justin Trudeau. Puis donc, les conservateurs gagnent toujours les mêmes sièges, là, quelques comtés, plus dans l'est du Québec. Mais dans le Grand Montréal, évidemment, il y a une énorme méfiance médiatique aussi à l'endroit des conservateurs. Et est-ce que ça pourrait être percé un jour? En tout cas, c'est certainement ce à quoi Pierre Poilievre va devoir s'attaquer. Et pour ça, il faut qu'il vienne au Québec, il faut qu'il vienne rencontrer les Québécois, parler et écouter. Et écouter aussi, et répondre peut-être aux questions des journalistes, mais on me dit qu'il va le faire, Mario, à l'issue de ce point de presse. Alors, dès que ça débute, on sera en mesure d'aller faire un tour. Mario, tiens, si on reste à Ottawa, retour des fonctionnaires fédéraux en présentiel. Ça se fait progressivement. Bon, on leur demande de recommencer à revenir travailler en présentiel 2 à 3 jours semaine, mais ça se fait pas sans accrochage. Raymond nous disait tout à l'heure qu'il y avait une bataille à prévoir entre le gouvernement et les différents syndicats. Est-ce que, selon toi, c'est justifié une telle réaction des syndicats? C'est drôle, hein, parce que, tu sais, dans le fond, c'était une mesure d'exception, cette affaire-là, pour la pandémie. Oui. Et c'est fou comment... Moi, c'est ça que je trouve extraordinaire en relation de travail, comment tout devient un droit. Tu sais, ce qui était au départ une exception, un accommodement, une façon de garder les gens au travail, mais à partir de leur maison, parce qu'on voulait pas qu'ils soient réunis, puis on voulait pas que les milieux de travail deviennent des lieux de propagation. Mais c'est devenu un droit. Puis qu'on me comprenne, moi, je suis le premier à dire, oui, on a découvert dans la pandémie que le télétravail, ça se fait. Puis c'est une tendance qui allait arriver de toute façon. Peut-être que la pandémie l'a accéléré. Mais de là à dire que c'est un droit fondamental, puis que tout le monde est en télétravail tout le temps, puis que l'employeur n'a plus le droit de leur demander de revenir au bureau, ça n'a pas d'allure. Je veux dire, l'employeur, c'est même pas quelque chose de négociable. C'est l'employeur qui fixe le lieu de travail. Là, c'est comme ça à la base, en termes de gestion. Il y a des choses qui sont négociables, il y a des choses qui sont pas vraiment négociables. Or, que l'employeur, qu'on lui demande de faire preuve de souplesse dans certaines circonstances, mais je suis à peu près convaincu que ça va être le cas. Mais le retour au travail, il se fait dans tous les milieux. Puis je ne sais pas ce qui se passe. C'est au gouvernement fédéral, on a l'impression que c'est le seul milieu de travail où le retour progressif vers le bureau fait les nouvelles comme si c'était une anomalie ou comme si c'était quelque chose, là, comme si c'était un coup de jarnac du gouvernement. Je comprends mal. Et c'est surtout qu'on a la preuve, Mario, que, pour les passeports Immigration Canada, ça prend des fonctionnaires qui travaillent en présentiel. Je viens de le voir apparaître, Mario. Allons immédiatement à Pierre Poilievre. On revient quelques minutes et on revient tout de suite à toi après. Excellente réunion avec les groupes communautaires et les groupes d'affaires. Ce matin, on a rencontré des associations, des experts et des familles touchées par l'autisme. Pour mieux connaître leurs défis. Et je viens de rencontrer la Fédération des chambres de commerce du Québec. Évidemment, on est ici pour une tournée du Québec de 3 villes, Montréal, Trois-Rivières et Québec. Et je veux entendre le gros bon sens des Québécois et Québécoises à travers la province pour préparer notre agenda à la Chambre des communes qui va retourner dans quelques semaines. Évidemment, les Canadiens sont en train de souffrir. On a un taux d'inflation parmi les plus élevés depuis 40 ans.
les mères monoparentales doivent mettre de l'eau dans le lait de leurs enfants à cause de l'augmentation dans le coût d'épicerie. Il y a des jeunes de 35 ans qui doivent toujours vivre dans des petits appartements ou même dans le sous-sol de leurs parents à cause de l'inflation immobilière. Maintenant, le taux d'intérêt augmente sur les hypothèques des Québécois, même après que Justin Trudeau a promis que les taux d'intérêt allaient rester bas pour une longue période du temps. Qu'est-ce qui cause cette augmentation dans le coût de vie? Évidemment, le coût du gouvernement augmente le coût de la vie. 500 milliards de dollars de déficit inflationniste augmente la demande pour les produits qu'on achète et l'intérêt qu'on paye. Les taxes inflationnistes augmentent encore les coûts. Et finalement, la paperasserie empêche nos travailleurs et nos entreprises de produire des services et des biens dont on a besoin à un prix abordable. Le gouvernement de Justin Trudeau rend la vie plus coûteuse pour les Canadiens. Il nous faut un contrôle sur les dépenses pour éliminer les déficits inflationnistes. C'est pour ça qu'un gouvernement Poilievre va mettre en œuvre une loi $1 pour $1. Chaque fois que le gouvernement augmente par $1 une dépense, le gouvernement devrait faire ce que les familles et les petites entreprises font, c'est-à-dire trouver $1 d'économie pour payer la facture au lieu de simplement ajouter des taxes et de l'inflation sur les épaules des Canadiens. Deuxièmement, il faut rendre le travail payant. On se demande pourquoi on a une pénurie de main-d'œuvre. Mais si on punit les gens pour travailler, on ne va pas avoir le travail. Même le ministère des Finances au niveau fédéral publie un rapport qui montre qu'une mère monoparentale avec 3 enfants qui gagne 60 000 $ par année, si elle gagne un autre dollar, elle perd 80 sous en réduction de prestations et en impôts. Donc, c'est une pénalité de travail. Cette mère monoparentale qui gagne peut-être 25 $ de l'heure, elle perd 20 $ en réduction de prestations et en impôts. Ça veut dire qu'elle retient 5 $ de l'heure. 15h37. Alors, retournons à notre collègue Mario Dumont. Il continue de taper sur le même clou, hein, Mario, c'est l'économie, l'inflation en raison du gouvernement de Justin Trudeau qui dépense trop. Oui, c'est son message. C'est vraiment son message, le message de la classe moyenne, le message des gens ordinaires qui ont de la misère à arriver. Des fois, je me demande, parce que quand même, ces exemples sont frappants, là. Je dis pas que c'est pas arrivé. S'il le dit, c'est sûrement arrivé quelque part, là, qu'une femme ou qu'une mère a rajouté de l'eau dans le lait maternisé pour en faire plus parce que l'épicerie coûte trop cher. Je suis pas sûr quand même que ce soit le lot. Je dis pas que l'inflation fait pas mal, là, mais je suis pas sûr que ce soit le lot de tant de gens que ça, là. Oui, l'inflation a obligé les gens à reconsidérer leur budget, mais bon, est-ce qu'il y a tant de familles que ça où on a dû rajouter de l'eau dans le lait? En tout cas, je trouve que des fois, ces exemples sont gros, mais le message est clair, le message est limpide, le message est toujours le même. L'autre grande question, tu sais, dans le fond, le défi pour lui, il insiste beaucoup sur le fait que ce sont les déficits inflationnistes de Justin Trudeau, les grosses dépenses gouvernementales de Justin Trudeau qui ont eu un effet inflationniste. Les taxes du gouvernement, là, dont la taxe carbone, la taxe pour l'environnement, qui a un effet inflationniste. C'est pas complètement faux là, que le gouvernement a un effet... les actions du gouvernement ont un effet inflationniste. Les gouvernements du monde ont trop dépensé pendant la pandémie, c'est bien certain. Mais... Je ne sais pas jusqu'à quel point l'inflation est mondiale. Les gens voient l'inflation. Au Royaume-Uni, c'est pire que nous. En Europe, aux États-Unis, etc. Jusqu'à quel point le message de M. Poilievre, dans le public, monsieur, madame, tout le monde, on retient ça, là, que l'inflation, c'est la faute de Justin Trudeau lui-même. Là. Bon, peut-être en partie, probablement qu'à marteler, à taper sur le clou, lui, est convaincu qu'il va se faire le champion de la classe moyenne. Là. Mais là-dessus, pour ce qui est de la cohérence du message, et quand on dit il faut... Tu sais, moi, je me souviens, on se moquait de Jean Charest en 2002-2003, qui répétait « ma priorité, c'était la santé », puis... Il y avait relativement peu de choses à proposer en santé. Là, son programme était assez mince. Mais il répétait tous les jours, ma priorité, c'est la santé, mais ça a marché.
au début, tu sais, les gens riaient de lui, il répète toujours ça, mais le jour de l'élection, les gens ont voté pour lui en disant, lui, sa priorité, c'est la santé, puis la santé, ça va mal, puis il va s'en occuper. C'est probablement le calcul que Pierre Poilievre fait à un moment donné. Tu choisis ton thème, tu le martèles, tu l'installes, tu deviens le champion de ce thème-là. Et si tu es convaincu que ce thème-là va prendre une grande place l'élection venue, ben c'est toi qui vas être le mieux placé, là. Mario, politique à Québec, nous sommes à une vingtaine de minutes de cette rencontre qui était prévue avec Gabriel Nadeau-Dubois et François Legault concernant l'invitation qu'il a faite la semaine dernière. Je ne sais pas si, comme chef d'opposition, tu as déjà eu à rencontrer le premier ministre seul à seul, Mario, mais est-ce que Gabriel Nadeau-Dubois peut librement exprimer sa pensée à l'endroit de M. Legault? Est-ce que M. Legault peut faire fi complètement des propositions de Gabriel Nadeau-Dubois? Quelles sont tes attentes par rapport à ça? À la question, est-ce que c'est arrivé? En tout cas, si c'est arrivé, ouais. C'est pas souvent. Là. C'est assez exceptionnel. J'ai pas souvenir ce genre de rencontre-là sur un thème. Non, c'est assez exceptionnel. Je pense qu'il faut voir ça positivement. Là. Je veux dire que des gens se parlent au-dessus des lignes de parti, puis je pense qu'ils vont se parler franchement. Là. Tu sais, je comprends que les gens sont habitués, là, devant les caméras, les débats des chefs, la période des questions, c'est comme une joute où ils confrontent leurs idées. Mais je veux dire, en privé, une fois qu'il n'y a plus de caméra en privé, quand même qu'il se ferait un débat oratoire, là, ça s'adresse à personne. Il n'y a pas de spectateurs, il n'y a pas de témoins. Mais je pense qu'ils vont se jaser pour vrai. Ça donne en même temps une idée à François Legault d'où s'en vont les oppositions. J'espère que les oppositions vont parler à cœur ouvert du sujet, là, de ce qu'ils veulent pour l'avenir d'Hydro-Québec. Mais ça ne les empêchera pas. T'sais, tout le monde va jouer sa joute politique là-dedans. Là. François Legault va vouloir... l'objectif de chacun, là, François Legault va vouloir ressortir, lui, comme le leader au-dessus de la mêlée qui écoute tout le monde. Mais chacun des chefs... L'affaire, c'est qu'en ayant 4 chefs des partis d'opposition, chacun va vouloir sortir... eux, ils jouent du coude entre eux. Là. Fait que chacun va vouloir sortir comme étant celui qui est arrivé à François Legault avec les meilleures propositions, etc. Donc, ils vont probablement jouer un peu du coude, faire des communications autour de ça. Sauf que ça se passe pas toute la même journée. Là. Je pense que ça va être étalé un peu là, durant la semaine jusqu'à jeudi. Puis, et même Paul Saint-Pierre Plamondon. Et même la semaine prochaine, bon. Oui, c'est ça. Ça a été remis la semaine prochaine, mais on va suivre ça de près. Merci beaucoup, Mario. Au revoir. Mario Dumont. Rationnel et